Bien, bonjour à toutes et à tous. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, comme d'habitude, il y aura un séminaire immédiatement après le cours. Le séminaire sera donné par le professeur Adam Ledgway de l'Université de Bergame. Je vous rappelle aussi que la semaine prochaine, le cours n'aura pas lieu, donc on recommencera avec notre schéma cours-séminaire vendredi 20 juin. Et aussi qu'il y aura la semaine prochaine, mardi prochain, la dernière conférence de la professeure Naama Friedman, conférencière invitée ici au Collège de France, et cela sera encore, comme la précédente, sur la dyslexie et le rapport entre les difficultés avec les lettres et les difficultés avec les nombres que les enfants ont parfois, et s'il y a des rapports entre les deux choses. Donc ça sera mardi 10 juin. Ok, nous avons discuté le type de modèle par lequel, en grammaire générative, on a étudié pendant environ 70 ans les capacités cognitives pour le langage. Donc, l'idée de base est que les locuteurs maîtrisent un mécanisme de calcul mental, un mécanisme qui nous permet de calculer tacitement, inconsciemment, des structures, en effet un nombre illimité de structures, et que ce petit mécanisme mental, exprimé d'une manière ou d'une autre concrètement dans notre cerveau, consiste de deux types de choses. Il y a des inventaires, des choses mémorisées, des entités mémorisées, fondamentalement lexiques, où la distinction essentielle, sur laquelle je voudrais revenir la prochaine fois, est entre le lexique fonctionnel et le lexique substantiel, lexique qui a un contenu descriptif, et un lexique qui a une fonction purement de structuration des configurations syntaxiques. Et puis, il y a un système de règles combinatoires qui mettent ensemble des éléments du lexique pour former des entités plus grandes, des éléments d'ordre supérieur, donc fondamentalement des mots complexes, ou bien des syntagmes, puis des phrases. Et la propriété fondamentale de ce système est son caractère récursif. La récursion étant cette propriété qui permet à une règle ou à un système de règles de se réappliquer indéfiniment sur son propre résultat, ce qui caractérise le caractère illimité du langage et qui permet d'aborder, en partie au moins, ce qu'on a appelé le problème de Humboldt, donc le fait que nos capacités linguistiques sont illimitées et nous avons un système qui permet de maîtriser, tout en étant des entités finies, évidemment, qui nous permet de maîtriser un ensemble infini de structures possibles, un ensemble infini de phrases. Et on a souligné aussi l'importance d'un système qui interprète de manière compositionnelle les structures complexes pour traiter le problème de Frege, donc le fait que l'infinité de pensées que nous pouvons concevoir doit être en quelque sorte en relation avec l'ensemble de structures engendrées par le système combinatoire, en particulier des parties des pensées complexes, doit être en rapport systématique avec des parties des structures combinatoires, des structures syntaxiques. En d'autres termes, on peut dire que le sens d'une expression complexe est fonction du sens des mots et des propriétés de la structure, fondamentalement. Ce qui veut dire que, par exemple, deux phrases qui utilisent exactement les mêmes mots peuvent avoir des sens tout à fait différents en conséquence des différences structurales. Voilà, donc on a passé beaucoup de temps à discuter la nature exacte des mécanismes récursifs, quels sont les systèmes de règles qui expriment formellement cette propriété, la capacité du système de se réappliquer indéfiniment sur son propre résultat.
Le programme minimaliste, à partir de la moitié des années 95, a fait une opération d'économie conceptuelle radicale. Disons, il y a eu une sorte d'application systématique et radicale du rasoir d'Occam pour essayer d'éliminer ce qui n'était pas tout à fait essentiel dans les formalismes très riches, mais en partie arbitraires, qu'on avait élaborés avant. Donc on s'est posé la question, dans le cadre du minimalisme, quelle est la règle combinatoire la plus simple à laquelle on peut penser? Et est-ce que cette règle peut marcher pour les langues naturelles, peut être le mécanisme qui est effectivement en jeu dans les langues naturelles? Donc, peut-on concevoir une règle qui dirait simplement « prends deux éléments A, B, assemble-les, transformer un troisième élément, AB », si on veut l'ensemble ou la structure qui contient ces deux éléments, et ensuite tu pourras réappliquer la règle sur son propre résultat. Est-ce qu'une telle règle d'une généralité, d'une simplicité extrême peut effectivement traiter la syntaxe et les propriétés des langues naturelles? C'est la règle qu'on a appelée merge en anglais, on a parlé d'assemblage ou de fusion en français, une règle qui dit exactement formellement ce que j'ai dit intuitivement. Prends deux choses, mets-les ensemble, tu vas former une structure, puis la règle est récursive parce que l'élément créé par la règle peut être soumis à son tour à la règle, donc il est possible de réappliquer indéfiniment ce mécanisme. Évidemment, un mécanisme aussi simple hypergénère, il engendre toutes sortes de structures qui ne sont pas possibles si on le laisse opérer simplement et librement. Mais en effet, il y a des restrictions. En particulier, merge ne s'applique pas dans le vide, il s'applique sur les éléments du lexique, fonctionnels et substantiels. Et ces éléments ont des exigences de sélection, fondamentalement. Ils peuvent se combiner avec certaines choses, mais pas avec d'autres choses. Donc, sur la base de ces contraintes sélectionnelles, on arrive à contraindre les capacités d'application d'un système de cette sorte. Puis, il y a d'autres aspects que nous avons très brièvement discutés. L'un de ces deux éléments projette, c'est-à-dire il donne l'étiquette à la structure qui a été créée, qui peut ainsi être rappelé, réutilisé par le système. L'élément qui donne l'étiquette est la tête de la construction. Donc, si vous mettez ensemble un verbe et un nom, rencontrer Marie, on forme un syntagme verbal. C'est l'élément verbal qui sélectionne l'élément nominal. C'est un verbe transitif ici. Donc, c'est celui qui donne l'étiquette ici. Et on aura affaire à une structure verbale plutôt qu'à une structure nominale. Voilà, donc merge peut s'appliquer récursivement. On part d'un élément, on choisit un autre élément du lexique, on forme une entité complexe. Cette entité complexe peut être soumise à l'opération de merge avec un autre élément tiré du lexique, et ceci permet d'engendrer une structure complexe de ce type, et qui évidemment ne sera pas la structure la plus complexe possible, parce qu'elle pourra être un constituant d'une structure encore plus complexe. Et de cette manière, on peut traiter les questions dont Galilée avait parlé dans son dialogue. Vous vous souvenez la citation et la discussion. Cette capacité d'exprimer nos pensées le plus cachées par le langage, ceci est rendu possible par ces éléments combinatoires qui sont à la base du fonctionnement du langage. Voilà, nous avons dit la dernière fois, et dans des cours précédents ici au Collège de France, qu'il y a au moins 3 propriétés essentielles qui définissent en quelque sorte le langage et qui sont directement en relation avec merge. La première propriété est l'infinité, c'est-à-dire typiquement dans les langues, on ne peut pas indiquer la phrase la plus longue, on peut toujours rajouter un morceau, réappliquer merge à une structure déjà créée. La deuxième propriété est la hiérarchie. Il y a une organisation horizontale, par exemple ce que vous lisez ici sur une feuille de papier ou sur un écran,
où un élément suit un autre élément, mais il y a surtout une organisation verticale, une organisation invisible, inaudible, mais qui est tout à fait essentielle, qui est vraiment le type d'organisation qui détermine les propriétés fines des structures qu'on considère. Et donc, c'est l'étude de ces propriétés hiérarchiques qui est extrêmement importante dans le langage. Troisième propriété qui semble moins centrale que les deux autres, mais en effet tout à fait centrale, c'est la possibilité de déplacement, c'est-à-dire le fait qu'une expression linguistique peut être prononcée dans une position distincte de la position où elle est interprétée. Donc, étant donné les représentations des sons et les représentations de sens, il peut y avoir des écarts entre les deux. Un certain élément peut être prononcé dans une position très différente de la position dans laquelle il sera interprété. Et on va voir cela un peu plus tard en détail. Or, ces trois propriétés qui sont au mieux de nos connaissances universelles, donc on les trouve systématiquement à travers les langues, sont toutes en relation avec merge, c'est-à-dire en quelque sorte on peut déduire ces propriétés du fait que le langage se fonde sur une opération d'assemblage comme l'opération de merge. Voilà, donc on disait organisation hiérarchique, organisation verticale qui se superpose à l'organisation horizontale de la phrase écrite ou de la phrase prononcée, par exemple, où on met les éléments l'un après l'autre, ou cette structure invisible, mais que nous associons à toutes les phrases que nous entendons et que nous utilisons, a un rôle beaucoup plus important que ce qu'on voit ou qu'on entend, c'est-à-dire la séquence linéaire. Pratiquement toutes les règles, toutes les procédures morphologiques, syntaxiques, interprétatives d'une langue font référence systématique à cette structure invisible et inaudible, mais que nous associons systématiquement à toutes les phrases. Ici, on pense un peu à l'écho de ces mots de Jean Perrin, dont j'ai parlé dans le premier cours, et le rôle des entités invisibles, inaudibles, dans le processus d'explication. Ces entités ont parfois un rôle tout à fait central et essentiel quand il s'agit d'expliquer les propriétés d'une entité ou d'une structure. Et ceci vaut pour le monde physique, vaut aussi pour le langage. Et chaque fois que l'organisation linéaire et l'organisation hiérarchique divergent, eh bien, on observe que c'est toujours l'organisation hiérarchique qui a le rôle important, crucial et essentiel. Alors, pourquoi l'organisation hiérarchique? Eh bien, si merge est une opération binaire, donc une opération qui dit prend deux éléments, mets-les ensemble, ce qu'on ne peut pas faire, c'est de former une structure complexe en mettant ensemble au même niveau, pour ainsi dire, différents éléments. Donc, une phrase comme Marie va acheter un livre ne peut pas être engendrée avec une représentation de ce type. Simplement, le caractère binaire de merge a l'implication qu'on aura nécessairement affaire à une représentation de ce type, où on met ensemble les éléments de manière systématique. Donc, le fait d'avoir merge binaire a la conséquence d'avoir des structures nécessairement hiérarchiques. On ne peut pas mettre ensemble toute une série d'éléments en une seule fois, pour ainsi dire. Que les structures syntaxiques sont fondamentalement binaires, c'est quelque chose qui a été montré et discuté en détail par Richard Kane, qui avait fait un séminaire ici dans mon cours de l'année passée, dans un livre il y a longtemps, en donnant toute une série d'arguments empiriques très subtils et très détaillés en faveur du caractère binaire des arbres syntaxiques. On a pris un exemple extrêmement simple, c'est-à-dire la structure d'une phrase transitive, sujet, verbe, objet, ne peut pas avoir une représentation plate de ce type. Il doit nécessairement avoir une représentation hiérarchisée, comme dans la structure prime
un double prime, disons ainsi. Et ceci peut être montré par toute une série de tests qu'on peut appliquer aux structures. Par exemple, on peut voir que les dépendances référentielles qui dépendent de manière essentielle de la sécommande, d'une propriété hiérarchique sur laquelle je vais revenir, sont telles qu'un sujet peut, par exemple, lier un élément qui a besoin d'être lié comme un réfléchi. Prenons le cas de l'anglais parce qu'en français c'est un peu plus compliqué étant donné que les réfléchis et les pronoms sont des clitiques, donc ils occupent une position spéciale dans la phrase. En anglais, non, un élément comme himself occupe une position nominale normale, pour ainsi dire. Donc on peut avoir que ces éléments, un élément de ce type en position objet peut être lié par un sujet, on obtient une phrase bonne, comme John loves himself en anglais, mais on ne peut pas avoir que le sujet lirait, l'objet lirait un sujet, donc quelque chose comme himself loves John n'est pas une structure possible. Ce qui découle d'une structure hiérarchique de ce type, c'est-à-dire que si le sujet et l'objet étaient au même niveau de l'arbre, pour ainsi dire, on s'attendrait à avoir une liberté ici dans les possibilités de liage et d'expression des dépendances structurelles. Donc, ce qui revient à dire, avec beaucoup d'autres types d'évidences, avec beaucoup d'autres types d'arguments empiriques qu'on peut donner, que fondamentalement la structure de la phrase est celle qui avait été indiquée par Aristote, c'est-à-dire la structure fondamentale est sujet-prédicat, où l'objet se trouve à l'intérieur du prédicat et donc il est dans une position plus basse dans la structure arborescente par rapport au sujet. L'objet est dans une position plus basse par rapport au sujet, évidemment. Alors on pourrait dire, tout cela découle de merge, binaire, mais pourquoi est-ce que merge devrait-il être nécessairement binaire, n'est-ce pas? Pourquoi ne pourrait-on pas penser à merge, un assemblage NR qui prend directement plusieurs éléments et qui les met ensemble en formant une structure unique? Eh bien, ici, il y a une intuition de simplicité qui a été développée dans le programme minimaliste. Merge binaire est la forme la plus simple de cette opération qui est compatible avec les exigences expressives, avec ce qu'on veut exprimer. C'est-à-dire le minimum qu'on veut faire avec le langage, c'est de mettre ensemble deux mots. Et merge unaire, merge qui prendrait en entrée un élément et qui donnerait en sortie un élément, tout simplement n'aurait pas cette capacité. On pourrait créer des structures complexes, bien sûr. On pourrait partir d'un élément, considérer l'ensemble qui contient cet élément, considérer l'ensemble qui contient l'ensemble qui contient cet élément. Donc, même merge unaire pourrait être récursif. Et ceci pourrait donner une infinité de structures possibles, mais on ne ferait pas grand-chose avec cela, parce qu'on ne pourrait pas mettre ensemble deux mots distincts. Donc, merge binaire est la forme la plus simple qui a cette propriété. L'assemblage binaire est plus simple que l'assemblage NR parce que, tout simplement, dans ce petit dispositif, on a besoin uniquement de deux cases internes de mémoire pour merge binaire, tandis qu'on aurait besoin de n cases de mémoire pour l'assemblage NR, ce qui serait un type de procédure évidemment plus complexe. Donc on peut penser que si le langage choisit les structures les plus simples possibles, merge, l'opération de composition, de combinaison d'éléments dans les structures sera nécessairement binaire, ce qui donne les résultats empiriques de Kane, le caractère fondamentalement binaire des représentations syntaxiques. Ça, c'est une observation empirique qu'on essaye de mettre en rapport avec une propriété théorique sur la nature du langage. Voilà, donc je disais que les structures hiérarchiques ont un impact énorme sur l'organisation de la syntaxe, de la morphologie, de la morphosyntaxe, donc de la syntaxe pure, mais aussi de l'interface avec l'interprétation. Et un autre aspect de dépendance référentielle qui est sensible
à ces structures hiérarchiques est l'effet de coréférence, c'est-à-dire la possibilité d'interpréter une expression nominale et un pronom comme se référant au même individu. Reprenons un peu cette discussion que j'ai proposée à d'autres occasions. Donc, pour tous les locuteurs du français, il est très simple d'évaluer si la coréférence est possible ou non dans une certaine structure, n'est-ce pas? Si vous entendez une phrase comme « Jean ne va pas au travail quand il est malade », il est tout à fait naturel d'interpréter le pronom « il » comme se référant à Jean. Cette interprétation coréférentielle est exprimée par le petit index que j'ai indiqué ici, mais ça c'est simplement une notation qu'on peut choisir. Or, certaines configurations syntaxiques permettent la coréférence et d'autres ne la permettent pas. Donc, si vous entendez une phrase comme « il ne va pas au travail quand Jean est malade », réfléchissez un instant à ce type de structure, l'interprétation naturelle est que le pronom « il », la phrase est bien sûr possible, mais le pronom « il » doit se référer à quelqu'un qui est déjà saillant dans le discours. En particulier, il ne peut pas se référer à Jean. Donc la coréférence est exclue dans ce type de configuration. Donc la petite étoile ici qui indique structure impossible se réfère à l'interprétation coréférentielle. Donc nous avons tous une procédure pour déterminer si un nom et un pronom peuvent se référer au même individu ou non, que nous pouvons appliquer de manière automatique, instantanée, en effet, à des phrases nouvelles, des phrases que nous n'avons jamais entendues. Et ça, c'est une connaissance purement grammaticale, n'est-ce pas? Si vous entendez quelqu'un qui dit deux, la phrase deux, vous pourriez n'avoir aucune information sur un individu appelé Jean, mais vous comprenez immédiatement que votre interlocuteur fait une affirmation à propos de cet individu, telle que l'individu qui va au travail et l'individu qui est malade ne sont pas la même personne. Ça, c'est tout simplement une conséquence de l'organisation grammaticale de cette structure, totalement indépendamment de toute connaissance factuelle. Alors, si le jugement en question est totalement et immédiatement accessible pour tous les locuteurs, la procédure que nous appliquons est totalement inaccessible. Si nous regardons à notre intérieur, nous ne voyons pas la règle en question, n'est-ce pas? Si les aspects intéressants des connaissances grammaticales étaient accessibles à l'introspection, le travail du linguiste serait très simple, mais aussi banal. Il suffirait de parler avec le locuteur natif de la langue et lui demander d'expliciter sa connaissance grammaticale. Ça serait la fin de l'histoire. Mais ce n'est pas du tout comme ça. La connaissance grammaticale est une sorte de boîte noire. C'est quelque chose dont les mécanismes doivent être sujets d'une analyse, d'une exploration détaillée et souvent très indirecte. Donc la seule manière possible de procéder, c'est de formuler des hypothèses, de les tester et sur cette base choisir certaines des possibilités données a priori et écarter les autres possibilités. Alors, une idée qui vient immédiatement à l'esprit pour distinguer les deux cas de 1 et 2, c'est bien sûr de faire appel à l'ordre linéaire et dire, évidemment, 1, Jean précède le pronom, donc la coréférence est possible dans cette configuration, tandis que dans 2, on commence avec le pronom, ensuite on introduit le nom, et peut-être cette configuration linéaire n'est pas possible. D'accord? Ça, c'est une hypothèse tout à fait naturelle à laquelle chacun de nous peut penser immédiatement. Cette hypothèse est correcte dans un bon nombre de cas. Elle marche effectivement correctement, mais elle n'est pas tout à fait exactement la règle que nous avons en tête quand nous calculons les possibilités de coréférence, parce qu'il y a en français, dans d'autres langues, littéralement une infinité de phrases possibles où le pronom précède dans l'ordre linéaire l'expression nominale et la coréférence néanmoins est possible. Donc, si vous réfléchissez un instant, vous testez vos intuitions
de locuteurs francophones ou bien vos intuitions dans votre langue maternelle pour une configuration comparable, quelle que soit la langue maternelle, voyez que quand il est malade, Jean ne va pas au travail, il est tout à fait possible d'interpréter « il » comme se référant à Jean, même si le pronom précède l'expression nominale. Donc la question se pose de comment distinguer une structure comme 4 qui permet la coréférence d'une structure comme 2 qui ne permet pas la coréférence. Intuition très claire, mais qui montre qu'une simple règle linéaire n'est pas suffisante, parce qu'une règle linéaire prédirait l'impossibilité de la coréférence dans l'un comme dans l'autre cas. Alors, il faut faire appel à une notion hiérarchique. Il y a eu beaucoup de discussions sur la nature de cette relation hiérarchique. Et dans les années 70, Tanja Reinhardt a proposé dans sa thèse doctorale cette notion structurale, cette relation structurale, la sécommande, qui s'est avérée avoir un impact énorme. C'est-à-dire pratiquement tous les aspects de la syntaxe et de l'interprétation qui dépendent de la structure dépendent de la structure d'une manière qui fait appel à cette relation de sécommande. Alors, la sécommande peut être exprimée par un petit schéma de ce type dans cette configuration alpha, sécommande, bêta. Donc, vous voyez ce qui se passe ici. Alpha est assemblé avec gamma. Donc, il y a eu merge de alpha et gamma. Et gamma est une structure interne qui peut être complexe et qui contient l'élément bêta. Donc, on aura appliqué merge plusieurs fois et bêta se trouvera à l'intérieur de gamma. Donc, dans cette configuration, alpha sécommande bêta. En d'autres termes, un élément sécommande tous les éléments contenus dans son nœud sœur. Le nœud sœur est le nœud avec lequel l'opération de merge a eu lieu. Okay? Donc ça, c'est une définition possible. Il y a d'autres définitions qui sont un tout petit peu différentes, mais fondamentalement, le résultat dans les cas importants est le même, est celui que je viens d'indiquer. Plus ou moins dans la même période de la proposition de Reinhardt, Howard Lasnik, linguiste américain, avait proposé une règle pour traiter les effets de non-coréférence. Il avait dit la coréférence en général est possible, elle est librement possible, mais elle ne peut pas être satisfaite, n'est pas possible dans une configuration de ce type. C'est-à-dire, si le pronom sécommande le nom, la coréférence n'est pas possible. Il faut interpréter le pronom comme se référant à quelqu'un d'autre de saillant dans le discours. Ça, c'est l'effet de non-coréférence selon Lasnik. Et on voit tout de suite que la combinaison de la définition de sécommande et la proposition de Lasnik traite de manière adéquate les phrases qu'on était en train de discuter. Dans « il ne va pas au travail quand Jean est malade », vous voyez ce qui se passe, c'est que « il » est le sujet de la phrase principale et le prédicat contient tout le reste de la structure. Il inclut la structure qui contient le nom Jean. Donc ici, il sécommande Jean. La partie encerclée ici est la partie qui correspond au nœud et qui est soumis à l'assemblage avec le pronom. Donc tout cela, tout ce qui se trouve dans la partie encerclée est sécommandé par le pronom. Donc en particulier, Jean fait partie de cette structure et donc d'après le principe de Lasnik, la coréférence n'est pas possible. Tandis que quand il est malade, Jean ne va pas au travail, voyez que la partie sécommandée par il est simplement le prédicat de la phrase subordonnée qui a été antéposée en position initiale. Donc c'est uniquement est malade qui est sécommandé par il. Jean, en particulier, le sujet principal, n'est pas sécommandé par il. Donc le principe de Lasnik ne s'applique pas. Et comme tout ce qui est en dehors de ce principe est une possibilité, donc on peut avoir coréférence. La coréférence est possible dans la structure 2. Donc la différence entre 4 et 2 peut être exprimée
de cette manière. Donc, le principe de Laznik, en utilisant la sécommande, a l'effet de couper le gâteau des configurations possibles entre nom et pronom en 4 situations distinctes. Une situation où le nom sécommande le pronom, une situation où le pronom sécommande le nom, et c'est la seule qui n'admet pas la coréférence, et puis 2 situations où le nom et le pronom ne se sécommandent pas, parce qu'ils font partie d'une structure plus large, ils se trouvent dans un constituant plus large, et là, quel que soit l'ordre linéaire, nom-pronom ou pronom-nom, la coréférence est possible, parce que le seul cas qui est exclu est celui-là. Ensuite, il y a eu plusieurs tentatives d'expliquer ultérieurement l'effet de non-coréférence. Donc, Chomsky a proposé un principe général de liage dans sa théorie de liage, le principe C. Tanja Reinhardt a proposé un autre type d'explication pour cet effet, mais fondamentalement, disons, ce qui nous intéresse maintenant est le fait que le principe de Laznik fondamentalement marche et traite le cas que nous avons pris en examen. Ceci vaut à travers les langues. Par exemple, si vous prenez l'anglais et vous interrogez le locuteur natif de cette langue, on trouve les mêmes effets. Donc, John does not go to work when he is sick, coréférence possible, mais he does not go to work when John is sick, coréférence impossible. Et coréférence toujours possible, quel que soit l'ordre nom-pronom, dans des cas où il n'y a pas une configuration de ces commandes. On verra après qu'en italien, vous avez la même chose, essentiellement, même si en italien, le pronom peut être nul, peut être un pronom nul, quelque chose dont je pense le professeur Ledgway va parler dans son séminaire. Après. Et aussi, si on prend des langues beaucoup plus exotiques, on trouve fondamentalement ce même type de situation. Alors, je voudrais revenir un instant sur quelque chose qu'on avait discuté dans le premier cours, sur les propriétés du langage et utiliser cet effet de non-coréférence pour enrichir la discussion sur ce point. On avait pas mal discuté, on avait lu plus ou moins en détail le passage du discours de la méthode de René Descartes, où Descartes soulignait le caractère unique du langage humain et le fait que le langage, l'utilisation normale du langage, ce qu'on peut appeler l'utilisation créative du langage, permet de distinguer l'homme des autres animaux et des machines, des automates à son époque, n'est-ce pas ? Qu'est-ce qu'on entend par utilisation créative ? Eh bien, d'un côté, le fait que nous pouvons maîtriser un nombre illimité de phrases, nous pouvons toujours inventer une phrase nouvelle, et que nous sommes capables de répondre de manière appropriée dans une situation de dialogue à notre interlocuteur, en inventant des structures qui sont toujours nouvelles. Ça, c'est l'essence de ce qui a été appelé l'utilisation créative du langage. Alors, on avait discuté ça en relation avec les systèmes de communication animale et aussi, très brièvement, en relation avec les systèmes artificiels, les automates. Est-ce que Descartes disait que une machine, aussi parfaite qu'elle soit, ne peut pas vraiment combiner des mots, les arrange diversement le mot pour répondre au sens de tout ce qui se dira en sa présence, ainsi que les hommes le plus hébétés peuvent faire. Okay, ça, c'était... Et donc, l'idée essentielle de Descartes, c'était que l'utilisation créative du langage est une sorte de test. C'est quelque chose qui nous permet de déterminer si l'individu avec lequel nous sommes confrontés est un homme, est un compte spécifique, ou bien c'est une machine. J'utilise le langage. Si l'utilisation du langage est analogue à ce que je ferais dans une situation comparable, je peux être sûr que j'ai affaire avec un compte spécifique, un homme ou une
femme. Ce test a été repris, comme vous le savez, par la suite, par exemple, dans la discussion importante de Alan Turing, il y a une référence au test cartésien en relation à la définition du concept d'intelligence. Est-ce que je peux dire qu'une machine est intelligente, disons, a un comportement intelligent? Eh bien, l'une possibilité est si je n'arrive pas, en tant que locuteur humain, à distinguer entre la production d'une machine ou l'interaction avec une machine et l'interaction avec un être humain, je peux dire que la machine a des capacités intelligentes. C'est une variante du test cartésien, évidemment. Or, les choses ont beaucoup évolué par rapport à l'époque de Descartes, bien sûr, et nous sommes tous absolument impressionnés par les résultats de l'intelligence artificielle générative et de large language models, donc des grands modèles de langage. Et il est clair que ces modèles ont des capacités linguistiques tout à fait extraordinaires et ils deviennent des candidats plausibles pour passer le test de Descartes et la version moderne, le test de Turing. Tous ceux qui ont un peu joué avec l'un de ces systèmes savent qu'en effet, les capacités linguistiques sont tout à fait extraordinaires. Alors, ce que je voudrais souligner ici est qu'afin de permettre un progrès ultérieur de ce système, il est tout à fait essentiel une interaction très forte, de postuler une interaction très forte entre la création de ce système et les découvertes de la linguistique formelle. En particulier, il est essentiel de tester ces systèmes sur les propriétés linguistiques et de manière aussi raffinée et subtile que possible. Et je pense qu'ici, les études de linguistique formelle des dernières 70 ans offrent un terrain énorme de vérification possible sur les capacités de ce système. Alors, j'avais proposé dans des cours précédents d'utiliser les jugements de coréférence qui me semble représenter un excellent domaine de vérification pour les capacités de ces systèmes. Alors, voyez un peu ce qui se passe. J'avais discuté avant des interactions avec ChatGPT. Maintenant, considérons une interaction très récente avec Gemini, n'est-ce pas, le système associé à Google. Il y a quelques jours ou quelques semaines, j'ai testé ces phrases en anglais, donc John does not go to, les phrases qu'on avait vues avant. John does not go to work when he is sick. He does not go to work when John is sick. When John is sick, he does not go to work. And when he is sick, John does not go to work. La réponse de Gemini, complexe, mais disons, la première réponse est ça. Yes, in all four of these sentences, the noun John and the pronoun he can refer to the same person. Donc la première réponse est oui, tout va bien, tout procède bien. Puis il y a plusieurs détails que je ne vais pas vous lire, hein, mais arrivons à la synthèse qui est faite par Gemini. In summary, while all four sentences can logically refer to the same person, donc c'est possible, sentences 1 and 3 are the most natural and preferred ways to express this idea in English. Donc, John does not go to work when he's sick, and when John is sick, he does not go to work. Sentences 2 and 4 are grammatically correct, but sound a bit awkward or less clear due to the placement of a pronoun before the noun it refers to. Donc 2 et 4 sont sélectionnés comme étant différents, comme étant a bit awkward, donc un tout petit peu bizarre. Donc vous voyez ce qui se passe. Gemini utilise une stratégie purement linéaire, n'est-ce pas? Donc il met ensemble les deux structures 2 et 4 où le pronom précède le nom et attribue le même statut aux deux.
Donc, si vous vous souvenez de la répartition du gâteau chez les humains, il n'y a que cette configuration qui n'est pas bonne pour la coréférence. Gemini, plutôt, met ensemble ces deux configurations sur la base d'une considération linéaire. Là, j'ai utilisé un point d'interrogation. C'est une convention que les linguistes utilisent pour dire quelque chose a bit awkward, pour utiliser la même terminologie, quelque chose qui n'est pas tout à fait parfait. Okay? Mais donc les deux auraient le même statut. Donc si on compare la façon humaine de couper le gâteau, ici à gauche, et la façon de Gemini, on voit cette différence. Fondamentalement, nous utilisons la stratégie hiérarchique et le système utilise la stratégie linéaire pour classifier les différents éléments. Voilà, on avait pas mal discuté de ChatGPT. La première fois que j'ai utilisé ChatGPT, quand il est sorti, j'étais très surpris. Je ne m'attendais pas que dans ma vie, je verrais quelque chose de comparable en termes de capacité d'interaction. Et donc, j'ai voulu le tester immédiatement. Ça, c'est une vérification que j'avais faite plus tard. Et en tout cas, ici, on passe au français. Marie s'amuse quand elle raconte des histoires. Elle s'amuse quand Marie raconte des histoires. Pour les humains, ici, la coréférence n'est pas bonne. Quand Marie raconte des histoires, elle s'amuse. Quand elle raconte des histoires, Marie s'amuse. Coréférence possible dans les deux autres cas. Réponse de ChatGPT, détaillée, complexe, mais regardons simplement le résultat final. En résumé, le pronom « elle », ChatGPT, bien sûr, m'a répondu en français, comme j'avais utilisé le français pour les exemples, et comme langue, comme métalangue. Le pronom « elle » peut se référer à Marie dans les phrases 2, 4, mais pas dans les phrases 1, 3. En d'autres termes, ici, nous avons un jugement plus catégorique que Gemini dit non, c'est pas bon. Mais c'est pas bon sur la base de la stratégie linéaire. Donc, les deux exemples où le pronom précède le nom sont classifiés par ChatGPT comme des structures qui ne sont pas possibles, qui n'admettent pas la coréférence. Donc, non, j'ai sauté beaucoup trop. Je vais revenir en arrière. Voilà. Donc, comparaison humain ChatGPT, de nouveau, il y a ici une stratégie fondée sur l'ordre linéaire. Puis, pourquoi pas vérifier la compétition chinoise, n'est-ce pas? Donc, DeepSeek, et je n'ai pas posé la question en chinois, mais en anglais. Encore de nouvelles phrases. Peter said that he was tired. He said that Peter was tired. Et puis le 2, où il n'y a pas de ces commandes. When Peter came back, he was tired. When he came back, Peter was tired. Et puis j'ai posé la question, est-ce que le nom Peter et le pronom he peuvent se référer à la même personne? Réponse détaillée, je ne veux pas regarder les détails, mais regardons juste la réponse initiale. Yes, in all 4 sentences, the noun Peter and the pronoun he can refer to the same person, but the likelihood and naturalness of coreference depends on the sentence structure. Voilà le breakdown. Et puis, DeepSeek me donne aussi quelque chose que je n'avais pas demandé dans sa réponse. Il me donne une règle. Il dit, general rule. There's a general rule. Pronouns tend to refer to the most recently mentioned plausible antecedent. If the pronoun follows the noun, Peter, blah, 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 he, coreference is likely. If the pronoun precedes the noun, he, blah, 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 Peter, coreference is less likely unless context supports it. Conclusion, yes, in all 4 sentences,
Peter and he can refer to the same person, but 1, 3 strongly favor coreference, les structures où le nom précède le pronom. 2, 4 allow coreference, but often imply different reference unless context clarifies. Donc, essentiellement, la réponse de DeepSeek, à part le fait qu'il arrive à énoncer une règle générale, c'est fondamentalement la même que ChatGPT, n'est-ce pas? Donc, coréférence est possible dans tous les cas, mais ces deux cas, 2 et 4, sont moins favorisés, sont un peu plus difficiles, disons. Et j'ai de nouveau utilisé le point d'interrogation pour indiquer ce type de réponse. Donc là aussi, différence avec le jugement humain, comme on l'a vu. Ici, vous avez les 4 situations, le jugement humain, Gemini, ChatGPT, DeepSeek. Vous voyez que Gemini et DeepSeek vont essentiellement ensemble. ChatGPT est un peu différent, mais il a en commun avec les autres le fait que la stratégie utilisée est d'ordre linéaire. Voilà. Maintenant, question, qu'est-ce qui se passe chez les humains? Nous avons des intuitions très claires, mais quelle est par exemple la manière que les enfants ont de réagir à ces phrases? À quel point du développement du langage est-ce que la contrainte de Laznik est apprise? J'en ai parlé en détail il y a quelques années quand j'ai fait un cours sur l'acquisition du langage. Il y a beaucoup de travail expérimental que les effets de principe C ou de non-coréférence sont présents dans l'enfant aussitôt qu'on arrive à tester les enfants sur ces phrases complexes. Par exemple, je voudrais me référer ici au travail de Maria Teresa Guasti et Gennaro Chierchia. Guasti avait fait un séminaire dans le contexte de ce cours il y a quelques années, et Gennaro Chierchia, un grand spécialiste de sémantique formelle, donnera le dernier séminaire de cette année, le 27 juin. Donc, dans ce travail expérimental qu'ils avaient fait, ils avaient testé les enfants italiens de l'âge de 4 ans et demi par rapport aux phrases pertinentes, donc des phrases en italien, bien sûr. Mentre ballava, il pagliaccio suonava la chitarra, donc pendant qu'il dansait, le clown jouait de la guitare, et ballava mentre il pagliaccio suonava la chitarra, donc il dansait pendant que le clown jouait de la guitare, pour tester avec les enfants de 4 ans et demi ce qu'ils pensent des possibilités de coréférence. Bien sûr, on ne peut pas demander à l'enfant est-ce que la coréférence est possible, oui ou non. Il faut faire quelque chose d'un peu plus sophistiqué. Par exemple, il faut montrer à l'enfant 2 images ou 2 vidéos. Et par exemple, dans un type de situation, il y a une seule personne, le clown, qui danse et qui joue de la guitare. Dans une autre situation, il y a 2 personnes, le clown et un autre personnage, le clown qui joue de la guitare, et tandis qu'un autre personnage danse, par exemple. Puis on peut demander à l'enfant, maintenant, il y a un personnage qui va prononcer une phrase. Est-ce que cette phrase représente ce que tu vois, oui ou non? Alors, vous voyez que les enfants acceptaient, dans 94% des cas, l'interprétation coréférentielle, c'est-à-dire une interprétation où il n'y avait que le clown quand la phrase 3 était prononcée. Donc, coréférence possible, évidemment, s'il n'y a qu'un seul personnage. Tandis que 89 des réponses étaient négatives dans le cas de la structure où le pronom se commande le nom. Donc, dans la phrase 4, ballava mentre il pagliaccio suonava la chitarra, les enfants rejettent tout à fait systématiquement, vous voyez, la forte différence entre le type de réponse dans ces 2 situations, dans ce type de travail. Voyez qu'en italien, l'italien étant une langue à sujet nul, le pronom peut ne pas être prononcé.
Mais à part ça, le comportement est exactement le même. Le fonctionnement est précisément le même. Quand cette petite expression pro minuscule se réfère aux pronoms nuls possibles dans une langue comme l'italien, mais les pronoms non prononcés, les pronoms prononcés dans les langues qui exigent la prononciation de pronoms, se comportent par rapport au principe de Lasnik de manière tout à fait comparable. Donc ce que ces résultats montrent, et aussi des résultats précédents et suivants par Crane et son groupe, McKee, etc., suggère fortement que dès que nous arrivons à tester sur des phrases aussi complexes les enfants montrent qu'ils sont sensibles au principe de Lasnik, donc à ces commandes et donc à cet ensemble de propriétés intéressantes. Donc les enfants sont déjà, dès que nous pouvons les tester, dans la situation, font le type de choix des adultes par rapport à ces propriétés. Alors là, j'ai aussi fait un saut excessif. Je ne sais pas pourquoi de temps en temps. Voilà. Donc, en comparant Large Language Models, l'intelligence artificielle générative, et ce qui se passe chez les jeunes enfants, ou les adultes bien sûr, on observe que les grands modèles du langage varient significativement dans les jugements de coréférence. Parfois, ils sont trop permissifs, ils disent « tout est possible », ce qui n'est pas le cas chez les adultes ou les enfants. Parfois, ils sont un peu trop restrictifs parce qu'ils excluent la possibilité de coréférence en arrière, quand le pronom précède le nom, et en absence de ces commandes, ça permet l'interprétation coréférentielle. Et en tout cas, ils ont tendance à opter pour la stratégie linéaire. Et pourquoi ils choisissent cette stratégie? Dans une très large majorité de cas, dans l'ensemble d'entraînements pour ce système, l'interprétation coréférentielle va avec l'ordre linéaire, donc des structures où le nom précède le pronom, et le système est plausiblement très sensible à un tel effet statistique. L'enfant de 4 à 5 ans a accès à un corpus d'entraînement qui est inférieur de plusieurs ordres de grandeur au training set des Large Language Models. Donc, pour les Large Language Models, nous avons des centaines de milliards de mots comme taille du corpus d'entraînement, tandis que les données linguistiques primaires, pour l'enfant de 5 ans, les estimations varient considérablement, mais on est plus ou moins d'accord qu'ils ne vont pas au-delà de quelques dizaines de millions de mots. Donc un enfant de 5 ans aura entendu quelques dizaines de millions de mots, comme structurés en phrases, bien sûr. Donc, disons, il y a une différence de 10 000 fois environ entre les deux types de corpus d'entraînement. Sur la base d'un corpus relativement réduit en ce terme, l'enfant opte rapidement pour une règle hiérarchique, exactement comme le locuteur adulte. Donc, ce qui se passe? Vraisemblablement, les Large Language Models explorent toutes les possibilités logiques. Ils ont la possibilité de le faire. Ils ont droit à une expérience immense, ils ont des capacités de calcul extrêmement importantes, donc ils peuvent explorer toutes les possibilités logiques, les possibilités qui correspondent à ce que Andrea Moro appelait règles possibles, donc des règles que nous trouvons dans les langues naturelles, et aussi des règles que, toujours selon la terminologie de Moro, sont des règles impossibles. C'est des règles qu'on ne trouve en aucune langue naturelle. Donc il est possible une exploration systématique de toutes les options logiquement concevables, ce qui inclut la possibilité que la coréférence soit toujours possible et la possibilité que la coréférence soit réglée par une contrainte linéaire. L'enfant, par contre, est évidemment prédisposé à chercher des règles sur la base de l'organisation hiérarchique, plutôt que des règles linéaires. C'est-à-dire, il y a des possibilités que l'enfant ne considère même pas, qui sont exclues a priori dans son
exploration des structures grammaticales. Par exemple, on va d'ici peu parler de contraintes de localité. L'enfant ne fait jamais l'hypothèse que la localité, par exemple pour une règle de mouvement, soit calculée sur la base de l'ordre linéaire. C'est toujours calculé sur la base de l'organisation hiérarchique. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que cette prédisposition? Eh bien, Charles Darwin avait parlé dans The Descent of Man de l'acquisition du langage, et il avait parlé d'une instinctive tendency to speak, an instinctive tendency to acquire an art, et cette sorte d'instinct du langage, pour prendre la terminologie de Steven Pinker dans un livre très populaire que Pinker a écrit sur ces questions. Cet instinct du langage, évidemment, semble avoir la caractéristique d'amener l'enfant à chercher uniquement des régularités hiérarchiques, non pas des régularités d'ordre linéaire. Voilà, j'ai mis cette fameuse citation de Darwin que j'avais discutée dans d'autres cours. Donc, Darwin dit dans The Descent of Man que le langage n'est pas un instinct, n'est pas globalement un instinct, parce que chaque langue doit être apprise. Donc on ne pourrait pas dire que ma connaissance de ma langue maternelle, l'italien, ou votre connaissance de votre langue maternelle, le français, est innée. Ça n'aurait aucun sens. Vous avez appris le système qui vous a été présenté pendant l'enfance. Donc il y a un élément d'apprentissage qu'on ne peut pas éliminer dans le langage. Mais le langage est différent, fortement différent de From All Ordinary Arts, donc des arts ordinaires, des pratiques culturelles ordinaires. For man has an instinctive tendency to speak, as we see in the babble of our young children. Donc l'homme a une tendance instinctive à parler, et nous voyons ça dans le babillage, dans le fait que l'enfant, le bébé, à 6 mois, à 7 mois, quand il sait faire très peu d'autres choses, il produit déjà des structures relativement complexes, comme des syllabes, ba, 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 da, 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 par exemple. Et donc Darwin prend ça comme un type de données empiriques en faveur de l'idée qu'il y a une tendance instinctive, mais on peut étendre ça énormément d'autres caractéristiques des connaissances de l'enfant ou même du bébé qui ont été étudiées de manière détaillée par des techniques expérimentales complexes dans les décennies dernières. Donc, while no child has an instinctive tendency to brew, bake or write. Donc, nous ne voyons pas une tendance instinctive à faire ce genre de choses. Nous voyons une tendance instinctive pour le langage. On peut penser, en développant un peu les idées de Darwin, que parmi les aspects de l'instinct du langage, il y a cette tendance à chercher des régularités de manière hiérarchique, plutôt que de manière linéaire. Bien, on avait dit 3 propriétés, donc infinité du langage, structuration hiérarchique, et 3e propriété, le déplacement, une autre propriété à mettre en relation avec merge. Qu'est-ce qu'on entend quand on parle de déplacement? Eh bien, on entend le fait qu'il y a un écart, une sorte de non-congruence entre les deux interfaces. Nous pouvons penser de modéliser plus ou moins de cette manière nos connaissances de la langue. Il y aura des inventaires, un lexique, puis des règles récursives, des représentations ainsi dérivées, qui devront parler avec des systèmes externes, comme le système de la perception et de l'articulation, donc une interface avec le système des sons, ou bien, si nous considérons la langue des signes, par exemple, une interface avec le système de l'articulation gestuelle et de la perception visuelle, et une autre interface au niveau de la sémantique, avec le système des concepts
et des intentions. Donc, il y a ces deux interfaces qui parlent avec des systèmes externes à la boîte syntaxique, pour ainsi dire. Et qu'est-ce que c'est que l'écart dont je parlais? C'est le fait, par exemple, que si vous pensez à une phrase interrogative dans une langue comme le français, ou beaucoup d'autres langues, quel livre est-ce que tu veux acheter? L'expression quel livre est prononcée en position initiale tout au début de la structure, mais elle doit être interprétée comme argument sémantique, argument thématique du verbe acheter. Et le verbe qui détermine la structure thématique et les propriétés thématiques et interprétatives de cet élément peut être indéfiniment éloigné, parce qu'ici il pourrait y avoir beaucoup d'éléments qui interviendraient. Donc, par exemple, quel livre est-ce qu'on dit que tu veux acheter? Quel livre est-ce qu'on a dit que le professeur pense que tu veux acheter? Eh bien, si vous voulez comprendre ces phrases, vous devez systématiquement mettre en relation l'expression initiale avec une structure verbale qui peut être éloignée, même indéfiniment éloignée. Donc, il y a un écart, il y a une sorte de non-congruence entre la position d'un élément sur l'interface phonétique et sur l'interface sémantique. Quand on parle de déplacement, on se réfère à ça, tout simplement. Cet écart détermine certaines ambiguïtés. Pensez par exemple à l'interprétation d'une phrase comme « qui a suivi le policier ». L'interprétation qui vient immédiatement à l'esprit et où qui est le sujet, donc qui est l'agent de l'action suivre le policier. Mais il y a aussi une autre interprétation où qui est l'objet, donc qui est la personne telle que le policier a suivi cette personne. Ceci à cause de la possibilité d'inversion en français. Donc, nous avons ici une ambiguïté qui est déterminée par le fait de déplacer en position initiale l'élément qui correspond à l'élément sur lequel est exprimée la question. Un autre type d'ambiguïté du même ordre, une phrase comme 6, « À qui as-tu dit qu'il faut écrire une lettre ?» Alors, si vous réfléchissez un instant à l'interprétation de cette phrase, « à qui » peut correspondre à un argument du verbe « dire ». Tu as dit à quelqu'un qu'il faut écrire une lettre, et qui est la personne à laquelle tu as dit quelque chose, ou bien, comme le destinataire de la lettre, tu as dit qu'il faut écrire une lettre à quelqu'un, je voudrais savoir qui est ce quelqu'un, n'est-ce pas? Donc il y a ces ambiguïtés systématiques qui sont permises par cette propriété de déplacement. La manière classique de traiter cette situation, c'est de dire qu'il y a une représentation abstraite où un élément comme quel livre est exprimé en position locale, immédiatement adjacente, par exemple, avec le verbe qui exprime la structure argumentale dont l'élément fait partie. Donc, il y a une représentation abstraite de type « tu veux acheter quel livre ?» où le rôle thématique peut être approprié. Ensuite, il y a un processus de mouvement qui déplace quel livre en position initiale en obtenant quel livre est-ce que tu veux acheter. Et ceci permet de résoudre aussi les ambiguïtés qu'on a vues. Par exemple, cette phrase ambiguë « à qui as-tu dit qu'il faut écrire une lettre ?» aura deux représentations abstraites où « à qui » sera représenté ou bien comme complément de dire ou bien comme complément d'écrire. Ensuite, le mouvement éliminera la distinction, en tout cas en termes de la séquence d'éléments prononcés, et on aura affaire à une configuration ambiguë comme 8. Également, dans qui a suivi le policier, deux représentations abstraites, qui a suivi le policier a suivi qui. Ensuite, par le mouvement local de qui, suivi éventuellement par le déplacement de toute la structure verbale, toujours en position initiale, dans le cas de l'inversion stylistique du français, on obtiendra une seule séquence d'éléments, mais qui correspond à deux interprétations qui correspondent à deux structures abstraites de cette phrase.
Alors, il y a eu beaucoup de débats sur la nature de ces déplacements. Il y a, et évidemment, là, il y a une métaphore, la métaphore du mouvement, et certains cadres théoriques développés à l'intérieur de la grammaire générative sont plus fidèles à la métaphore du mouvement. Donc, prennent cette métaphore à la lettre, comme dans ce qu'on vient de voir, où il y a quelque chose qui est engendré dans une certaine position, et ensuite il y a un processus de déplacement, comme le déplacement d'un objet dans l'espace physique, fondamentalement. Donc certains systèmes, comme le cadre classique de la grammaire générative, le cadre, la théorie standard, le cadre gouvernement-liage, government and binding, prennent la métaphore du mouvement tout à fait à la lettre. D'autres systèmes s'éloignent de la métaphore. Par exemple, la grammaire de Bresnan, Lexical Function Grammar, Generalized Phrase Structure Grammar, Head-Driven Phrase Structure Grammar. Plusieurs versions de la grammaire catégorielle n'ont pas vraiment une règle de déplacement physique d'une position à une autre. Néanmoins, il est très important de déterminer les différences subtiles entre ces différentes manières d'implémenter la métaphore du mouvement. Mais le fait reste, et il ne faut pas perdre de vue le fait essentiel, qui est que cette non-congruence entre représentation de son et de sens est un fait profond et constitutif de la langue naturelle. Donc, quel que soit le mécanisme ou les mécanismes spécifiques qu'un cadre utilise, il faut pouvoir exprimer cette propriété qui est vraiment une propriété inhérente dans le fonctionnement des langues naturelles. Voilà. Dans le programme minimaliste, je dirais que le programme minimaliste n'est pas du tout fidèle à la métaphore du mouvement parce qu'il propose de ramener le déplacement à un type particulier d'application de merge, donc notre fameux processus d'assemblage d'éléments, en faisant une hypothèse de simplicité. Nous avons ici une deuxième typologie de merge. Vous vous souvenez qu'on a discuté la première fois d'une typologie sur la base de la nature des éléments. On peut prendre deux éléments du lexique, ou bien un élément du lexique et un syntagme, ou bien deux syntagmes. Ceci donne une typologie qui a toute une série de conséquences intéressantes que nous avons un peu explorées. Ici, il y a une deuxième typologie qui est liée à l'origine des éléments assemblés. C'est-à-dire, il se peut que les deux éléments A et B qui sont mis ensemble ne soient pas connectés avant l'opération. Par exemple, deux éléments du lexique avec et Marie, on les met ensemble, on forme le syntagme prépositionnel avec Marie. Et on appelle ça merge externe parce que les deux éléments sont externes l'un à l'autre au début de l'opération. Mais on peut avoir aussi une situation où les deux éléments font déjà partie d'une même structure complexe. Par exemple, A se trouve à l'intérieur de B. On peut, dans cette situation, prendre A et l'associer et l'assembler avec B et obtenir cette configuration. Vous voyez, la configuration qu'on obtient est exactement la même comme dans la partie encerclée, mais ici, l'élément a été pris de l'intérieur de l'élément B. Donc là, il y aura deux occurrences de l'élément A, l'une interne à B et l'autre merged, l'autre assemblée avec B. Et cette occurrence interne, c'est ce qu'on appellera la trace. Donc ici, il n'y a pas littéralement un mouvement d'une position à une autre position, il y a simplement l'application de merge libre, c'est-à-dire sans imposer de restrictions sur la position à partir de laquelle on prend les deux éléments qui sont assemblés. Voilà, donc pour prendre un élément concret, pensez à la manière dans laquelle quelque chose comme quel livre tu veux acheter ou quel livre est-ce que tu veux acheter. On parle de tu veux acheter quel livre, donc tout ça est notre structure B, quel livre est notre structure A, puis on prend quel livre, on opère merge avec le reste de la structure, quel livre est la deuxième occurrence ici dans cette position de l'élément,
Normalement, les traces, les deuxième, troisième, quatrième occurrences, parce que ce processus peut s'appliquer indéfiniment, étant donné le caractère récursif de merge, normalement, cet élément est prononcé une seule fois. Seulement l'occurrence la plus haute est prononcée. Il y a une économie, évidemment, des énergies articulatoires importante qui est faite par ce principe de ne pas prononcer les traces. Néanmoins, la trace est une structure tout à fait visible à la computation mentale. Elle est là, elle participe aux procédures interprétatives et formelles qui sont à la base du fonctionnement de cette structure, sauf qu'elle ne sera pas prononcée. Donc, je l'ai indiqué simplement entre les parenthèses angulaires ici et avec cette indication qui suggère simplement que cette partie de la structure n'est pas prononcée. Alors, on peut voir immédiatement, et puis je pense qu'on s'arrêtera là pour aujourd'hui, que cette idée des traces comme copie complète non prononcée a des conséquences immédiates importantes. Par exemple, nous pouvons considérer ici une interaction intéressante avec les effets de non-coréférence. Donc, pensez à une phrase comme celle-ci. Quel livre de Jean est-ce qu'il préfère? Quel livre de Jean est-ce qu'il préfère? Alors, et supposons que dans cette phrase, on se pose la question, est-ce qu'il peut se référer à Jean? Il n'est pas naturel. Hein. Peut-être que ce n'est pas un jugement aussi net qu'on a dans des cas comme il préfère, disons, les exemples qu'on avait vus, il est fatigué quand Jean rentre à la maison, par exemple. Mais néanmoins, clairement, il n'est pas très naturel dans l'interprétation coréférentielle avec Jean. L'interprétation naturelle de quel livre de Jean est-ce qu'il préfère, hein, il aurait tendance à se référer à quelqu'un d'autre. J'ai parlé de Pierre avant. Quel livre de Jean est-ce qu'il, c'est-à-dire Pierre, préfère? Ça paraît être l'interprétation naturelle, mais si vous réfléchissez un instant au fonctionnement du principe de Laznik, vous voyez qu'il ne donne pas automatiquement ce résultat, parce que dans la structure, hein, comme Jean ne se commande pas il, et il ne se commande pas Jean, parce qu'il se commande uniquement le prédicat de la phrase principale, la partie encerclée. Le principe de Laznik ne semble pas donner le bon résultat ici. Mais si on pense que dans le mouvement de cet élément interrogatif, le mouvement laisse une trace, donc il y a en effet une opération de merge qui place quel livre de Jean dans cette position, mais en laissant une copie complète, sauf qu'elle ne sera pas prononcée. La représentation complète de la structure est quelque chose comme quel livre de Jean est-ce qu'il préfère quel livre de Jean, copie silencieuse, disons non prononcée de la structure. Et vous voyez que dans cette représentation, en effet, il se commande une occurrence de Jean, l'occurrence interne à la trace. Donc on peut penser que ce genre de configuration, qui est la configuration de Laznik, suffit à déterminer le fait que l'interprétation coréférentielle dans cette structure n'est pas très bonne. C'est ce qu'on appelle des effets de reconstruction. Dans une théorie qui implique un mouvement physique, la reconstruction exige tout un mécanisme de remise en arrière de l'élément qui a été bougé. Si on adopte une théorie selon laquelle le mouvement est simplement une application de merge et qu'il y a une copie complète de l'élément déplacé, les choses découlent immédiatement de l'idée que nous avons, dans le cas de déplacement, une copie complète qui n'est pas prononcée, mais qui est tout à fait visible à la computation mentale, qui aura donc l'effet d'exclure ou de rendre déviante en quelque mesure l'interprétation coréférentielle dans ce cas de configuration. Voilà, je suis arrivé à parler des questions de localité qui figuraient dans le titre, mais je pense qu'il vaut mieux peut-être
s'arrêter ici pour donner le temps d'avoir une transition avec le séminaire, et peut-être on aura 5 minutes qu'on pourra consacrer aux questions. Merci.